Jean-Marie Bretagne, Battling Siki, édition Philippe Ray, 2008. À Salioussec des Halles et à tous mes chers amis de Saint-Louis, on ne ressuscite pas les vies échouées en archives. Ce n'est pas une raison pour les faire mourir une deuxième fois. Arlette Farge, le goût de l'archive. Prologue. Le 24 septembre 1922 se produisit à Montrouge un cataclysme sportif et politique. Ce jour-là, Georges Carpentier perdit son titre de champion du monde de boxe. Il ne fut pas seulement battu mais surclassé, balayé, s'inclinant par KO à la 6e reprise. On l'évacua du ring sur une civière à demi inconscient et ensanglanté. Carpentier était l'idole des Français. Sa défaite humiliante consterna les millions de supporters qu'il avait adulés. Surtout, pour dire les choses comme elles sont, personne n'aurait pu ou voulu imaginer que cet emblème de la nation s'effondrerait devant un sauvage. Son vainqueur, Battling Siki, venait du Sénégal. L'arbitre du combat, M. Henri Bernstein, comprit immédiatement combien ce résultat était inacceptable, choquant. Désireux de sauver la carrière de Carpentier, ou pris, qui sait, d'un instinct de conservation raciale, il disqualifia Siki, sous prétexte d'un coup défendu. Cependant, les 40 000 spectateurs hurlèrent, refusant ce verdict. Quelle mouche piquait la foule. Elle ne voulait donc pas qu'on sauve son favori. Peut-être réagissait-elle ainsi, par esprit de justice, ou bien encore jouissait-elle de ce moment excitant, quasiment historique. Un nègre champion de France et du monde, en 1922, c'était inouï. Après un quart d'heure de bronca, Bernstein n'eut d'autre choix que de rendre à Battling Siki la victoire qui lui revenait. Le Sénégalais n'en profita pas longtemps. On l'accusa bientôt de conduite antisportive. Et, grâce à cette nouvelle ruse, sa couronne mondiale lui fut tirée. Battling ne cessa pas faire. Il ridiculisa ses détracteurs, les obligeant à lui restituer ses lauriers. Cependant, la polémique continua. Le bruit courut que Siki l'avait emporté, certes, mais indûment, en profitant d'un match truqué. Nous le verrons, cela aussi relevait du mensonge. Ce n'était qu'une nouvelle manière de renverser le résultat insupportable du combat de Montrouge. Pourtant, la vérité officielle trouva son compte dans cette rumeur. Elle a traversé les époques et, aujourd'hui, elle prévaut dans les encyclopédies pugilistiques. Le Sénégalais y est présenté comme un tricheur ou, dans le meilleur des cas, un champion du monde au rabais, vainqueur par simple coup de chance. Tout se passe comme si, 80 ans après, son triomphe restait inacceptable. D'une certaine manière, les efforts de M. Bernstein ont porté leurs fruits. Siki est désormais disqualifié pour de bon. Pourquoi ? Pourquoi ce jour-là, Siki a-t-il gagné pour rien ? Pourquoi n'en a-t-il tiré ni gloire, ni profit, ni même la plus élémentaire reconnaissance posthume ? Ce livre est une tentative de réponse. Je ne suis pas le premier à me poser ces questions. Siki a eu et a encore des défenseurs. Au lendemain du match de Montrouge, un jeune homme publia un article enflammé dans une feuille communiste militante. Je cite. « Depuis que le colonialisme existe, écrivit-il, des Blancs ont été payés pour casser la gueule des Noirs. Pour une fois, un Noir a été payé pour en faire autant à un Blanc. Nous félicitons Siki de sa victoire. » Fin de citation. En 1922, l'auteur de ces lignes, Nguyen Ai Quoc, était un inconnu, et son soutien ne fut pas d'une grande utilité à Battling. Pourtant, une trentaine d'années plus tard, lui aussi livra son combat contre les Français de l'Hexagone sous le nom de Ho Chi Minh. Siki a inspiré bien d'autres élans de sympathie. En 1929, un écrivain italien, Orio Vergani, tira de son histoire un roman intitulé Io povero negro, moi pauvre nègre. Vergani était un original. Ami de Pirandello, il devint un des pionniers du photojournalisme, puis se fit chroniqueur sportif et défenseur de la gastronomie italienne à laquelle il consacra une académie. Le pauvre boxeur, après sa mort, suscita de nouveaux hommages, plutôt inattendus. Un lieutenant de Che Guevara, Fernandez Mel, adopta le pseudonyme de Siki au milieu des années 1960 lorsqu'il se battait au Congo. Plus près de nous, un groupe de hard rock strasbourgeois s'est également baptisé Battling Siki, de même qu'un quatuor de country blues basé à Détroit, aux États-Unis. Le leader de l'indépendance vietnamienne, un maquisard communiste, un Italien anticonformiste. J'allais oublier, parmi ses supporters hétéroclites, un dramaturge, Jean-Michel Bruyère, qui a écrit un opéra inspiré de la vie de Battling. Ainsi, la gloire qui lui était promise a laissé place à une étrange aura. Il est devenu de loin en loin l'emblème des laissés-pour-compte, des malmenés, des utopistes, voire des farfelus. Pas un emblème éclatant, mais au contraire secret, clandestin. Cela s'explique. Les grandes figures de la lutte contre le colonialisme ou les discriminations forment désormais une sorte de minorité visible de l'histoire. Nelson Mandela, Mohamed Ali, Martin Luther King. Impossible d'attaquer ces légendes et inutile d'une certaine manière de les défendre. Tous les honneurs leur sont dus. Dès lors, à quoi bon lutter en leur nom ? Le racisme se venge donc sur la mémoire des humbles. Et la révolte se range de leur côté. Voilà sans doute pourquoi des esprits rebelles utilisent toujours le nom de Siki comme un mot de passe, un talisman. Il repose aujourd'hui dans sa ville natale de Saint-Louis, au Sénégal. Il a été inhumé au cimetière des pêcheurs. Ses cendres y ont été ramenées des États-Unis en 1992, 67 ans après sa mort. C'est un endroit très serein.
entre le fleuve et l'océan Atlantique, où les tombes de guingois épousent les courbes des dunes et se tiennent bien serrées. Un ciel bleu, juste taché de mouettes, les couve à l'infini. La stèle honorant la tombe de Battling Siki est déjà fendue, mais ce n'est pas grave. Les morts ne font pas tant de manières. En revanche, peut-être est-il blessé par les calomnies qui ont accompagné sa vie et qui s'acharnent négligemment sur sa mémoire. Peut-être souffre-t-il aussi d'être presque oublié, lui, le premier champion du monde africain de l'histoire de la boxe. Immortelle injustice. Voici donc son histoire, ou plutôt les bribes que j'ai pu en récolter. À mon tour, j'essaie de lui donner un coup de main posthume. La déesse du fleuve. Tout commence donc à Saint-Louis du Sénégal. Jouons les voyageurs et entrons-y naturellement par sa gare. Cette jolie bâtisse chapeautée de tuiles rouges est plantée au bout d'une allée de sable. Cependant, derrière sa façade pimpante, le hall est vide, désolé. Au long du quai, des chèvres broutent les détritus qui traînent sur les voies. En voyant les rails s'enfoncer au loin à travers les broussailles, on se sent dérouté. Voilà bien longtemps qu'aucun train n'a déchiré leur silence. Quand on vit à Saint-Louis comme je l'ai fait durant 1 an, il n'est pas inutile de venir prendre de temps à autre un faux départ ici. D'ordinaire, les gares vous rapprochent du monde. Celle-ci possède le don de vous en éloigner. Elle vous fiche sur place et vous ôte toute impatience inutile. Cette station ferroviaire rouillée, enclavée au milieu d'un marché de fruits, de légumes et de bric-à-brac, jouxte un pont métallique qui traverse le fleuve Sénégal. Très lentement, car il mesure 500 mètres, il vous conduit sur une île formant le quartier central de Saint-Louis. Sur ces quais vous attendent de vastes entrepôts jaunes, ocre, roses. De loin, il semble abriter une intense activité, mais elle s'évapore à votre approche. Des rideaux de fer sont tirés sur les hangars. Au milieu, somnolent devant eux quelques amoncellements de caisses de Coca-Cola ou des étals de breloques pour touristes. L'activité portuaire s'est figée voici un demi-siècle. Il n'en subsiste qu'un vague ressac. Au cœur de l'île, l'horizon va-t-il enfin s'ouvrir? On le croit volontiers. Des rues rectilignes bordées de maisons coloniales promettent une longue promenade. Enrobées par le soleil, elles semblent scintiller jusqu'à l'horizon. Mais soudain, comme dans ces rêves dont on ne sait s'ils ont duré 1 heure ou 15 secondes, tout est déjà fini. En quelques centaines de mètres, l'île de Saint-Louis se referme, telle une illusoire oasis. Par un nouveau pont, on rejoint alors la langue de Barbarie, cette bande de sable, large de moins de 100 mètres, serpente entre les eaux du fleuve et celles de l'océan. Elle abrite le quartier des pêcheurs. Leurs pirogues sont rangées comme des épis sur les 2 plages, d'eau douce d'un côté, marine de l'autre. Ici, comme à la gare, on se sent repoussé, loin de tout. Aucun bateau de commerce n'approche plus jamais du large. De sorte que 2 frontières invisibles enferment Saint-Louis. On y accède par un train fantôme et on la quitte par des cargos imaginaires. Jadis déjà, cette ville désolait les âmes nerveuses. On y vient quand on est forcé d'y venir, mais jamais personne n'y passe, et il semble qu'on s'y sente prisonnier, soupire Pierre Loti, aux premières pages de son roman d'un spahis. Et pourtant, perdu pour perdu, on goûte ici le calme jusqu'à l'hypnose. Sur les balcons ou à même le sol, dans la rue, les habitants savourent le thé des heures durant. Le thé est un des principaux divertissements saint-louisiens. Les théières reposent en permanence sur des réchauds à charbon, puis leur contenu est versé comme une liqueur dans des verres minuscules. Ensuite, une main experte le fait passer d'un verre à l'autre, puis des verres à la théière et en sens inverse, un nombre infini de fois. Un vrai jeu de bonne taux. Le liquide en ressort toujours plus ambré, mousseux, chargé de menthe et de patience. Cette cérémonie illustre assez bien la magie et le vertige de Saint-Louis. Le seul moyen de s'en échapper est par l'intérieur, en modelant les jours suivants un autre rythme que celui mécanique des heures. Les Saint-Louisiens ont, dans les rues, une allure très singulière. Ils vont comme des somnambules, le corps lent et droit. Un proverbe local dit qu'ils marchent au rythme du fleuve. Personne ne crie ni ne se dispute. Personne même ne songerait à courir ou à rire trop fort. On hésite presque à tousser. Une vertu locale, la teranga, impose de jouer un joli rôle en public, de se tenir bien dehors. Au milieu de tout cela, montent les appels hypnotiques à la prière, les bêlements des chèvres et les klaxons légers des taxis. Voilà en quelques mots la cité singulière, pareille à une lampe d'Aladin, où a vécu Battling. Sans les chercher, j'y ai trouvé les premiers échos de son histoire. Ce furent d'abord des signes, des indices récalcitrants. Ainsi, je découvris un jour sur l'île l'enseigne déglinguée d'un café qui portait son nom. On me déconseilla bien vite d'y entrer. Le Battling Siki était l'un des rares, sinon le seul bistrot de Saint-Louis où les Blancs n'étaient pas les bienvenus. Je repérai ensuite une stèle sur la façade de l'ancien fort, appelé aujourd'hui Gouvernance, qui rappelait laconiquement sa mémoire. À Saint-Louis est né le 22 septembre 1897 Mbarik Fall dit Battling Siki, premier champion du monde africain de boxe professionnelle, 1897-1925. Surtout, derrière le comptoir d'un bar d'hôtel, je remarquai sa photo et pris l'habitude de la détailler jour après jour, à l'arrière-plan de mon verre de Côte-du-Rhône, monté à moi. Dessus, il souriait comme un gosse espiègle après un de ses combats, les bras croisés, les mains encore bandées. Un soir, me voyant absorbé par cette image, un client m'aborda. Il avait des traits émaciés et flottait dans un élégant costume bleu.
Il commença par m'interroger sur mes enfants, ma santé et la bonne marche de mes affaires, tout en agrippant ma main pour me signifier que ses points lui tenaient réellement à cœur. Comme je le rassurais, il hocha la tête et commenta d'une voix profonde « C'est bien, c'est très bien, grâce à Dieu ». Je ne m'étonnais qu'à moitié de le voir déguster une bière. Les très rares musulmans qui boivent à Saint-Louis ne m'ont jamais semblé frappés d'opprobre. L'islam sénégalais n'est sourcilleux que sur l'essentiel. Ainsi, il ne faut jamais dire ni même penser du mal de son prochain, fût-ce un ennemi, pour le reste. Alors comme ça, vous vous intéressez à Battling Siki. Il jeta un coup d'œil à la photo, comme pour convier le boxeur à notre aimable conversation. Puis il poursuivit. Il a battu votre grand champion, Georges Carpentier. Voilà. J'ai lu une fois un document qui racontait très bien son histoire. Il faut que je vous le remette, il vous intéressera. Notre rencontre prenait un tour mystérieux, d'autant que le café était caché de la rue par d'épaisses vitres fumées. Avec son billard et ses ventilateurs paresseux, on aurait dit un bar d'espions à la retraite. Je remerciai chaleureusement l'inconnu. Il me répondit par une sorte de surenchère que c'était tout naturel et qu'il serait heureux de me rendre service. De grandes lunettes rondes faisaient paraître son visage plus maigre encore. Je le retrouvais pendant des semaines et des semaines, toujours au même endroit, dans ce bistrot secret et paisible, terminus du désœuvrement. Lorsqu'il entrait et me voyait, il esquissait toujours le même geste, portant ses longs doigts contre son front, en signe d'excuse et d'accablement. Il avait été débordé, mais il ne m'oubliait pas. Voilà ce que signifiait ce mime délicat. J'aurais voulu le délivrer de sa promesse, car elle semblait l'exténuer. Tout en buvant sa bière, il me fournissait un compte-rendu fébrile de ses recherches, à la bibliothèque du lycée Faidherbe, à celle de l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, au sud de l'île ou même chez les bouquinistes du marché. J'avais mal pour lui, en imaginant ses pérégrinations par cette chaleur étouffante de septembre. Cela lui prit-il des nuits blanches ou 5 minutes? Je ne le saurais jamais. Un jour, il tira une feuille froissée de sa poche et me la tendit avec un large sourire. Parole tenue. Je lus et relus les lignes que je connaissais déjà par cœur. À Saint-Louis est né le 22 septembre 1897 Mbarik Fall dit Battling Siki, premier champion du monde africain de boxe professionnel 1897-1925. Elles avaient été photocopiées sur les pages d'une brochure touristique qui traînait dans tous les hôtels, les restaurants, les pâtisseries de la ville. Mon interlocuteur le reconnut d'ailleurs sans aucune gêne. Je savais bien que j'avais lu son histoire quelque part. C'était là, tout simplement. Il rit de son étourderie. Je le remerciai de mon mieux, faisant mine de presser le précieux document dans la poche de ma veste contre mon cœur. Le sourire juvénile du champion sur le mur me fit mal. Une phrase passe-partout. Se pouvait-il qu'il ne restait rien d'autre que lui dans sa propre ville natale ?